énormément investi beaucoup de capitaux et bailleurs de fonds aussi, ils participent justement dans le développement de ce dispositif infrastructurel. Qu'en est-il aujourd'hui justement de l'implémentation, surtout de l'intégration de la technologie au niveau de ces infrastructures? C'est pour cela qu'on a réuni aujourd'hui un panel d'experts très, très techniques, mais en même temps des stratèges aussi, j'ai envie de dire, dans le secteur des infrastructures. Ma question, elle sera directe et servira surtout d'entrée en matière et de mise en contexte par rapport à la thématique actuelle. Elle sera adressée à M. Pierre-Simon Mandong, qui est économiste des transports au niveau de la Banque africaine de développement. Aujourd'hui, Pierre-Simon, bonjour. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut décrire justement l'avancée technologique, si on peut la résumer comme ça, au niveau des infrastructures de transport au niveau du continent, vous qui êtes dans une institution financière qui appuie financièrement et techniquement énormément les États membres, comment est-ce qu'on peut appréhender cette avancée technologique aujourd'hui, si on peut faire une petite mise en contexte rapidement? Oui, bonjour. Je voudrais remercier les organisateurs et dire une fois, c'est un plaisir pour moi. Donc, je crois que ça devait être la 5e ou la 4e conférence à laquelle je Vous êtes un habitué, un grand habitué. oui, oui. Ok, merci beaucoup. Et je voudrais également corriger, hein, parce que je ne voudrais pas recevoir des questions d'économiste. En fait, je suis ingénieur de transport à la Banque africaine de D'accord, très développement. bien, Je suis ingénieur de transport. très bien. Ah, ok. Parfait, écoutez. Concernant la question, je voudrais dire le sujet il est captivant, tout à fait captivant, d'autant plus que nous avons un besoin énorme d'infrastructures sur le continent. Oui. Et comme tous les secteurs sur le continent africain, le secteur des infrastructures est confronté à un certain nombre de défis qui sont, comme on l'a dit, comme tu as pu le dire tout à l'heure, c'est en termes je vais dire, en termes de volume d'infra. Oui. Est-ce qu'il nous en faut encore? Et en termes, et ce que nous avons, les infrastructures que nous avons aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que nous avons un problème au niveau de la qualité, je veux dire, au niveau de leur performance, disons au niveau de la qualité du service qui est donné aux clients. Et la plupart, ce problème essentiel, il est également focalisé sur un peu le peu d'intégration qu'il y a au niveau de la digitalisation. Je pense que Donc, le secteur du si je transport, comprends bien, on est plus dans une logique d'urgence infrastructurelle. On cherche plus à avoir les outils, on réfléchit plus à la disposition des outils, plus qu'à leur qualité en quelque sorte. Si plus là, qualité que tout à quantité que fait. qualité. Tout à fait, tout à fait. C'est ça le problème aujourd'hui. Le peu que nous avons, la qualité n'y est pas en termes je veux dire, en termes de performance. Et donc, l'innovation en termes technologiques, je pense que l'innovation est la bienvenue pour renforcer, pour qu'on puisse renforcer la performance de ces infrastructures que nous avons. Et donc, le regard, ce qui se fait actuellement sur le continent, je pense que nous sommes encore en dehors des pays, des zones, par exemple la zone Afrique du Nord, où j'ai dû intervenir avec nos amis Tout à d'ADM fait. sur Tout à fait. On aura d'ailleurs tout à l'heure l'expérience du Maroc et de la Tunisie sur cette question. OK. La Tunisie également avec Madame Zenzri, où nous avons eu à travailler. OK, nous avons quelques expériences qui se font, ou des expériences qui se font actuellement dans ces régions. Et nous avons également dans la partie australe de l'Afrique, où nous avons également des expériences. Et nous en avons un peu actuellement que nous sommes en train d'implémenter, que nous allons commencer à implémenter en Côte d'Ivoire. Très bien. Et donc, ces expériences en termes de digitalisation, ça porte essentiellement, comme je disais, sur tout ce qui est au niveau de la mise sous péage des autoroutes, dire renforcer la performance en termes déjà de gestion du trafic, gestion du trafic et la façon de la performance en termes de récolte des recettes. Donc, alors, on reviendra sur ces expériences-là pour que ce soit intéressant. On rentrera dans le détail du sujet tout à l'heure. Rapidement, je vais vers Adebayo Samson Balangoun. Monsieur Samson Balangoun, justement, vous qui êtes aujourd'hui à la tête d'une structure, en tout cas la direction des transports au niveau de la commission de l'UEMOA, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire monsieur Pierre-Simon en disant qu'il y a une urgence justement déjà d'avoir assez d'infrastructures de transport qui peut-être qu'on passe un peu à côté de la qualité et surtout de l'implication dans ces infrastructures lorsqu'elles sont faites.
Merci beaucoup, M. Fall, par rapport à la préoccupation. Effectivement, comme a dit M. Ndong, aujourd'hui, la priorité au niveau de l'Afrique, c'est de commencer par, disons, améliorer les infrastructures de transport. Parce que l'Afrique, en réalité, a une insuffisance criarde en matière d'infrastructures de transport. Bon, en réalité, il faut dire que l'Afrique n'est pas en marge de l'innovation technologique, que ce soit en matière de conception des infrastructures, que ce soit en matière, disons, de planification, de programmation, que ce soit en matière d'entretien, que ce soit en matière de construction, que ce soit en matière d'exploitation et de gestion des routes, des services de transport. Mais la priorité, pour l'instant, est donnée à la modernisation des infrastructures de transport ainsi qu'aux services de transport. Maintenant, de façon précise, il faut dire que le défi auquel fait face, disons, l'Afrique en général, l'Afrique de l'Ouest en particulier, c'est le défi qui est relatif à la performance des transports. Il faut que le transport soit performant, qui puisse accompagner l'économie dans son ensemble. Parce qu'en réalité, quand on dit que lorsque l'infrastructure de transport vont très bien, l'économie suit. Parce que pour pouvoir, disons, apprécier, disons, une économie dans une région, on regarde un peu le transport. Parce que le transport qui permet, à un moment donné, c'est le système nerveux de l'économie, tout à fait. Voilà, de faire les échanges intracommunautaires, les échanges de commerce international, de donner de la valeur à un produit d'un point A à un point B. Donc, par rapport à ça, il faut dire qu'au niveau régional que je représente, je suis au niveau de la communauté du Lubois, il faut dire qu'à ce niveau, notre regard est plus orienté vers l'harmonisation et la convergence des politiques sectorielles en matière de transport. Il faut qu'au niveau des transports, que les pays puissent être, on puisse harmoniser les politiques ainsi que les normes en matière de transport. Donc, par rapport à tout ça, il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup fait d'efforts pour pouvoir, disons, améliorer les transports. J'ai l'appui et salue beaucoup nos partenaires comme la BAD qui fait beaucoup pour l'espace. Qui investit énormément sur ce secteur-là. C'est vrai qu'il en a fait une assez stratégique son action. Ouais, tout à fait. L'Union européenne qui fait aussi beaucoup, et c'est d'autres partenaires. Donc, par rapport à tout ça, en dehors disons, de l'infrastructure, il y a les services de transport. Parce qu'on peut avoir de très belles routes, mais dans la réalité, les services de transport ne suivent pas. Donc, notre défi aujourd'hui, c'est comment améliorer, disons, la performance des services de transport. Tout le monde confondu. C'est deux défis qui vont de pair. Hein? C'est tout à fait. Le défi de la mise en place des infrastructures, mais c'est le défi de l'amélioration de la qualité. Tout à fait. Voilà. Donc, tout le monde confondu. On prend le transport aérien, on souffre beaucoup. Le transport terrestre, c'est encore grave, parce qu'on n'a pas le ferroviaire, par exemple. Et lorsque vous prenez, par exemple, le transport maritime, aujourd'hui, il y a un problème énorme. Donc, tout ça, c'est les défis qu'il faut relever et qui vont avec. Maintenant, je peux peut-être revenir plus tard sur les actions qui sont menées au niveau communautaire. On reviendra sur ça, justement, parce que tout à l'heure, on a justement évoqué l'expérience maghrébine dans ce domaine. Voilà. On constate quand même une petite disparité, il faut le dire, en tout cas sur le volet des transports routiers, en l'occurrence le secteur autoroutier. On constate une réelle disparité entre les différentes régions, selon qu'on passe du nord à l'ouest, en Afrique australe. L'Afrique australe, justement, je pense que peut-être Laurent reviendra sur cette région très particulière aussi en termes parce que en matière secteur. Pour passer justement à l'expérience nord-africaine, Sarah Zendri, aujourd'hui au ministère, qui est au niveau du ministère tunisien de l'équipement, comment est-ce que vous, au niveau local, vous avez pu appréhender justement cette nécessité? Bon, je sais que la Tunisie a quand même une vieille histoire autoroutière, hein, c'est quand même depuis 1980, je pense que vous avez commencé à développer des projets dans ce sens. Mais comment est-ce que vous avez pu appréhender cette nécessité de mettre en place les infrastructures tout en combinant cela avec l'importance de la technologie, surtout dans les systèmes de péage, si on parle justement de l'exemple de l'autoroute, en tout cas, qui est une des infrastructures sur lesquelles vous êtes très bien positionné. Alors, votre micro est coupé, Madame Zenzri. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Safal, et je remercie les organisateurs de ce webinaire.
Concernant l'expérience tunisienne en matière d'autoroutes, je rappelle que la construction des autoroutes en Tunisie, elle se base sur un schéma directeur qui prévoit la liaison de la capitale aux frontières sud-est, sud-ouest et nord-ouest du pays. La réalisation donc, se fait par tronçon selon les études technico-économiques et la densité du trafic. D'accord. Je rappelle également que la construction des autoroutes en Tunisie a été marquée par 2 étapes principales. La première étape, c'était de 1981, c'était la construction de la première autoroute jusqu'à 1994. Le ministère de l'Équipement, il a construit 141,5 km d'autoroutes. La deuxième étape, c'est l'entrée des autoroutes à péage à partir de l'installation du système de péage en 1996. Il y a eu la création de la Société Tunisie Autoroute en 1992. Et cette société, elle a été chargée du maintien du réseau autoroutier qui a été déjà construit par le ministère de l'Équipement. Et elle a été chargée aussi dans ses missions, comme mission de construire, de faire la maintenance, l'exploitation sous péage et des autoroutes qui vont être construites après l'autoroute qui a été construite par le ministère de l'Équipement. Donc, depuis 1994 jusqu'à ce jour, la construction et l'exploitation et l'entretien se fait par la société concessionnaire Tunisie Autoroute. Qui est une société publique, on est bien d'accord, qui est à capitaux publics. C'est une entreprise d'économie mixte. C'est une entreprise d'économie mixte, donc l'État, il a semi-étatique. Il a des participations, très bien. Il a une participation, État. Très bien, voilà. Très bien, parfait. Les systèmes de péage utilisés, donc nous avons déjà 2 systèmes. Un système ouvert, tout le tronçon qui a été construit par le ministère de l'Équipement a été construit sous système ouvert, parce qu'il y avait un nombre très important d'échangeurs d'entrée et de sortie, et donc on a installé des barrières de péage en pleine voie, et on a laissé la majorité des échangeurs, des entrées-sorties libres sans péage. Ça, c'est pour les 141 km qui ont été construits par le ministère de l'Équipement. Pour le reste du réseau autoroutier, on a adopté le système fermé. C'est-à-dire sur chaque échangeur de l'autoroute, une gare de péage est installée à l'entrée et à la sortie. À l'entrée, l'usager prend un ticket contenant toutes les informations utiles. À la sortie, il présente ce ticket, il paye le montant qui est déterminé en fonction du tronçon utilisé et du métrage. Le système est plus juste, il est plus équitable avec le système fermé, parce que là, avec le système ouvert, on paye un montant forfaitaire. Très bien. Et cela s'est fait évidemment parce qu'il y a eu de l'amélioration, enfin, il y a eu d'un effort qui a été déployé, j'imagine. Justement, parce que le système ouvert, il n'offre pas un système, c'est-à-dire il n'est pas équitable, même pour le paiement. Oui. On paye le même montant, même si on a des trajets parcourus différents, on paye le même montant, et ce n'est pas équitable pour les citoyens. Donc, on a opté pour le système fermé, et maintenant, toutes nos autoroutes sont construites en système fermé. Actuellement, nous avons en circulation, sous exploitation, 661 km d'autoroute, et on espère que d'ici la fin de l'année, on arrivera à 745 km d'autoroute. Notre ambition, c'est d'atteindre 1325 km en 2030. Avec évidemment, tout en pensant, réfléchissant à l'évolution permanente des outils, des solutions qu'on met en place justement aussi bien pour l'exploitation, pour l'exploitation que pour la construction. Pour la gestion justement, l'optimisation. C'est important à souligner. C'est important à souligner. Youssef, le Maroc évidemment aussi a un acquis important sur le volet autoroutier. On le sait très très bien auprès des autoroutes du Maroc. Vous avez développé énormément d'infrastructures aujourd'hui en termes de tronçons, en termes de kilomètres construits. Comment est-ce que vous avez pu aujourd'hui intégrer, en tout cas, comment est-ce que l'évolution technologique s'est faite ou s'est déroulée au fur et à mesure qu'on constitue ce réseau aujourd'hui qui est très important au niveau du Maroc? Bonjour tout le monde. Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des intervenants, les organisateurs surtout et les participants pour cet événement. Ça sera une occasion pour effectivement échanger autour d'une thématique si importante et cruciale pour le développement de notre infrastructure. Au Maroc, je veux faire juste une rapide voilà.
présentation du groupe, donc du Autoroute du Maroc. Donc, il a été créé en 1989. Donc, au début, on s'est concentré sur la construction de notre réseau autoroutier. Après, nous avons atteint les 1800 km d'autoroute. Donc, la société Autoroute du Maroc a créé une filiale pour prendre en charge le suivi des travaux. C'est la maîtrise d'ouvrage déléguée, la maîtrise d'œuvre. Et on a même exporté ce savoir-faire via la filiale au profit d'autres maîtres d'ouvrage, soit nationaux, soit à l'échelle africaine. Et nous avons eu le plaisir de nouer des partenariats, des collaborations avec nos homologues africains, surtout en Côte d'Ivoire. Donc, après les 1800 km, l'Autoroute du Maroc s'est concentré sur la gestion et l'exploitation. Et donc, pour ça, et pour satisfaire les clients usagers, il a instauré pas mal de projets, beaucoup de projets de digitalisation, de numérisation, d'automatisation. Donc, soit en termes d'exploitation, donc je vais un petit peu parler du côté exploitation après, le côté qui nous concerne plus en tant que filiale, le côté réalisation des infrastructures. Parce que les deux volets sont importants et il faut vraiment aller en parallèle. Donc, ce qui concerne l'exploitation, plusieurs projets, je cite brièvement. On a le télépéage. Donc, maintenant, nous avons déjà franchi le seuil de 1 million de clients usagers en 2020. Maintenant, on est autour de 1,3 million d'utilisateurs. Et grâce à ça, presque plus que la moitié des transactions qui se font sur autoroute se font avec télépéage. Et on a vraiment senti l'importance de la numérisation, de la digitalisation, parce que nous avons moins de pression sur les gares de péage, un trafic fluide. Donc, c'est très important. C'est l'expérience usager aussi qui change, qui évolue. C'est ça qui est important. Exactement. Et d'ailleurs, le groupe ou la Société nationale des autoroutes du Maroc a mis comme priorité le confort et la sécurité des usagers. C'est pour ça qu'on a développé beaucoup de projets de digitalisation. Un autre projet, c'est la surveillance de l'ensemble du réseau, un système de caméras et aussi des tours de contrôle. Et ça a permis, de faciliter la coordination entre différents intervenants en cas de soucis sur le réseau, d'une part, et d'autre part, le contrôle des points névralgiques. Donc, voilà, en ce qui concerne l'exploitation. Bien sûr, nous avons d'autres projets comme la migration de nos ERP vers le cloud, aussi la dématérialisation de nos procédures, les circuits internes en termes d'intégration de signatures. Alors, c'est important, vous avez bien fait d'avoir séparé les deux, parce qu'avec l'exploitation, et c'est clair, ça touche vraiment plus l'usager que la phase réalisation. Mais aussi important cette phase, et on va d'ailleurs en parler tout à l'heure, vous nous direz un peu ce que le Maroc a pu développer sur ce volet-là. Laurent, aujourd'hui, Aegis, on représente plus le continent, en tout cas un peu, sur plusieurs pays. Vous êtes présent, vous opérez sur le continent aujourd'hui de façon directe, avec d'importantes concessions, en tout cas d'importants projets que vous menez. D'ailleurs, félicitations pour votre nouveau contrat en Ouganda. Est-ce que vous qui êtes sur le marché, vous qui êtes acteur privé, est-ce que la technologie, en tout cas l'avancée technologique, peut constituer un facteur de démarcation réel sur ce marché-là? Est-ce que ça peut faire la différence ou pas? Tout à fait, je le confirme. Merci, Monsieur Fall. Et effectivement, nous sommes un acteur dans le domaine autoroutier, puisque nous exploitons plus de 5000 km un peu partout dans le monde, avec notamment des projets phares, comme vous le soulignez, en Afrique, donc ne serait-ce qu'au Congo-Brazzaville, où nous exploitons 600 km d'autoroute entre Brazzaville et Pointe-Noire. Et puis, nous venons donc récemment de gagner donc, le projet avec la direction des routes ougandaises à Kampala, donc l'autoroute entre Kampala et l'aéroport international d'Entebbe. Donc, pour répondre à votre question, oui, tout à fait. Je pense que, à l'instar des télécoms, il y a de fantastiques opportunités en Afrique, justement, pour s'affranchir des étapes par lesquelles les pays européens ou anglo-saxons sont passés, et notamment que ce soit en matière de péage, on en a parlé déjà, avec des technologies donc, comme le vidéo tolling, la prédiction d'incidents avec l'intelligence artificielle, ou avec des outils de gestion de patrimoine de plus en plus performants, notamment avec donc des projets de jumeaux numériques
qui sont bien évidemment très, très en pointe dans les domaines de l'ingénierie. Donc, on utilise beaucoup de jumeaux numériques en matière de conception, de design, mais on le voit de plus en plus arriver donc, sur des projets d'exploitation et de maintenance. Et donc oui, bien évidemment, je pense que l'Afrique a une vraie carte à jouer sur tous ces sujets donc, d'innovation, voilà, notamment en matière de péage, de maintenance dématérialisée également. Voilà. Alors, Pierre-Simon, Laurent vient de parler d'un leapfrog, une sorte de saut qualitatif qu'il faut oser faire, ou en tout cas qui est nécessaire, qui n'est pas, c'est-à-dire l'Afrique aujourd'hui n'est pas obligée de suivre un peu les mêmes étapes d'évolution dans le domaine de la gestion infrastructurelle, de l'implication de technologie. Est-ce que ce saut qualitatif, est-ce que ce leapfrog est une réalité ou pas? Est-ce que les États aujourd'hui osent le faire, osent justement à franchir ces étapes rapidement justement dans l'évolution des qualités des infrastructures? Oui, encore une fois, merci pour la parole donnée. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je pense que mon collègue de l'UEMOA l'a confirmé, aujourd'hui, c'est un besoin. Un besoin, on devrait pouvoir. Parce que nous avons une obligation, c'est d'améliorer la performance des infrastructures qui existent déjà. En améliorant la performance, on peut ramener des ressources récoltées. Je prends par exemple en termes d'exploitation, en termes de mise en place des mises en sous-péage. Les ressources générées peuvent permettre de faire l'extension, de développer les réseaux, ainsi de suite. C'est une nécessité, nous devons y aller. Et je pense que beaucoup d'États aujourd'hui sont en train de le faire. Et nous recevons, depuis un certain temps, nous recevons des requêtes de la part des États qui viennent, des États qui nous interpellent par rapport à un certain nombre de choses qu'il faudrait mettre sur les systèmes de transport. Ce n'est pas uniquement sur les routes et autoroutes, et également pour ce qui est des ports, ce qui est de la gestion du trafic au niveau des frontières, ce qui est au niveau de la gestion du trafic au niveau dans les villes. Et ce qui est également au niveau du ferroviaire, par exemple en termes de signalisation, en termes de gestion du trafic, également sur le ferroviaire. Est-ce que c'est parce qu'ils ont besoin, excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que c'est parce que ces États se sont rendus compte que les technologies peuvent être une réponse justement à la bonne gestion des ressources, en tout cas à l'optimisation des ressources, surtout les rentrées? Est-ce qu'ils se sont rendus compte de cela? C'est pour ça que ça a créé un peu cette dynamique d'ensemble au niveau des États membres? Tout à fait, tout à fait. Et je pense que les conférences comme ça sont utiles pour. Ça permet de mettre à la disposition des États, de les informer des solutions qui existent et qui permettent qu'ensemble, on puisse y aller. Je pense que l'innovation, on peut la partager qu'en faisant cette conférence. C'est l'occasion où les maîtres d'ouvrage, notamment les États, sont informés de ce qui se passe. Et l'autre aspect également des choses, je suis ravi. Quand j'entends notre collègue Nicolas parler de l'autoroute entre Kampala, pour ceux qui ont fait Kampala c'était difficile, très, très, très difficile. On était obligé de rester autour de l'aéroport parce que à Kampala, c'était très difficile. Très bonne nouvelle. Et je pense que c'est dans ce sens-là que les États aujourd'hui sont en train d'aller. Et nous avons aujourd'hui la pression par rapport à ça. Il faut accompagner les États en termes de conseils au niveau de la mise en place des nouvelles technologies pour permettre de faire l'exploitation. Et à titre de ça, je parlais tout à l'heure de dire, ma première intervention, je disais que le besoin, c'est effectivement d'augmenter le volume. Mais le besoin également, c'est d'améliorer la performance de ce qui existe. Nous avons au niveau de la Banque africaine de développement, nous avons un département qui a une division qui est en charge de tout ce qui est urbain, le développement urbain. Et cette division a pour mandat d'organiser le trafic dans les zones urbaines pour permettre à ce que nous puissions d'abord rentabiliser ce qui existe comme infrastructure au niveau urbain. Parce qu'en général, nous avons un problème d'embouteillage, comme on dit, embouteillage dans les villes. C'est pas dû au fait qu'essentiellement, il y a très peu de freins. Le problème est également en termes d'organisation, en termes de gestion du trafic. Et donc, c'est dans ce sens que nous sommes en train de travailler dans certaines villes, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Nous avons un projet que nous allons commencer à mettre en œuvre très rapidement dans le cadre de l'automatisation de la gestion du trafic dans les villes, notamment au niveau de la gestion des feux, et ainsi de suite, pour permettre à ce qu'on rentabilise ce que nous avons dans l'infrastructure. Oui, c'est intéressant. Je veux dire, les projets sur lesquels nous sommes en train de travailler. Très bien. M. Samson Balago, c'est vrai que oui, on vient de le dire. Et on vient aussi de le voir, c'est nécessaire cette évolution dans la performance des infrastructures. Est-ce que vous arrivez-vous à porter ce plaidoyer-là au niveau des États membres de l'UEMOA, par exemple? Je sais qu'il y a énormément de projets qui se font, d'Abidjan à Dakar. On parle beaucoup de corridors aussi. Est-ce que vous parvenez à porter ce discours-là, à faire passer le message justement de l'importance d'innover dans les infrastructures, justement pour coller mieux aux exigences de développement au niveau local?
Oui, merci beaucoup. J'ai suivi avec attention l'intervention de mon collègue de la BAD et de M. Charles Nicolas de GIS. J'aimerais faire noter que l'innovation et la technologie ne sont pas absentes des projets communautaires dans les États également. Il faut noter que par rapport aux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui en matière de la performance de nos corridors et de notre économie, il faut dire que de plus en plus, nous faisons appel à la technologie et puis à l'innovation. Vous avez signalé tout à l'heure qu'en matière de corridors, aujourd'hui, nous travaillons souvent l'approche corridor. C'est-à-dire que comme nous sommes dans un système d'intégration régionale, nous regardons de façon globale. Il y a aussi le contexte de la ZLECAf qui arrive. Donc, voilà, nous regardons de façon globale ce qui se passe entre les pays en matière d'infrastructure, en matière de gestion et d'exploitation du réseau routier. Il faut dire que par rapport à tout ça, nous avons intégré beaucoup d'éléments de digitalisation dans la gestion de nos réseaux routiers. Et aussi en matière au niveau des plateformes logistiques, comme au niveau des ports, au niveau des postes de contrôle juste à poser. Peut-être que je vais revenir en détail là-dessus. Il faut dire aussi qu'au niveau des transporteurs, c'est-à-dire du transporteur routier, nous mettons plus l'accent sur l'organisation du secteur avec vraiment un effort demandé aux acteurs pour qu'ils puissent intégrer la question de la digitalisation dans leur dispositif. Aujourd'hui, par exemple, vous allez voir qu'au niveau du transport routier, beaucoup d'opérateurs économiques aujourd'hui s'équipent en système informatique qui leur permet de gérer un peu le flux, le flotte essentiellement, qui leur permet de suivre un peu leur véhicule en temps réel, qui leur permet de suivre la consommation de carburant en temps réel, et puis qui leur permet aussi de suivre un peu comment leur véhicule sur le corridor se comporte, notamment les conducteurs. Donc aujourd'hui, il y a des expériences qui sont faites, qui sont connues au niveau des acteurs. Au niveau de la construction de l'UMOA, vous savez que nous avons des phénomènes que nous appelons les PDG qui freinent vraiment la performance des corridors. C'est-à-dire qu'une route qui est bien construite, et on constate que malgré qu'elle est bien construite, le temps qu'on met pour parcourir le corridor est tellement important. Donc, du coup, l'UMOA, pour accompagner les États, a mis en place ce qu'on appelle l'Observatoire des pratiques anormales, qui fonctionne aujourd'hui sur la base de ces enquêtes. Nous sommes en train d'aller vers un dispositif de digitalisation qui utilisera les matériels informatiques et les logiciels. Quelles sont ces pratiques, justement? C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça montre à quel point, justement, la technologie peut être une réponse à ce genre de soucis. Quelles sont ces problématiques, ces pratiques En réalité, quand vous voyez, vous savez, nous, communautaires, nous avons essayé d'harmoniser, de simplifier les procédures. Ces procédures ont été simplifiées sur la base des tests communautaires. Par exemple, la décision et la directive qui limitent les points de contrôle routier entre les États. Normalement, dans un pays, dans 2 pays de l'UMOA, il ne peut pas avoir plus de 3 postes de contrôle routier. Lorsque vous quittez, par exemple, Abidjan ou Ouagadougou, vous ne pouvez pas avoir plus de 3 postes. Un poste au départ. C'est assez normal pour une essence intégrée. Voilà. Et puis, un autre contrôle au niveau des frontières et puis un autre à destination pour les marchandises, les trafics de marchandises. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate pour des raisons que je ne peux pas ici indiquer, on met assez de postes de contrôle sur la route. Vous pouvez voir la douane, la gendarmerie, la police, les services de renseignement et plus d'acteurs, les mairies qui mettent des barrières et puis à chaque peut-être 50 km, vous êtes obligé de marquer des arrêts. Et lorsque cela est constaté, lorsqu'on fait des actions de plaidoyer et de sensibilisation, on fait comprendre que, effectivement, que ce n'est pas réel ou bien que ce n'était pas pour des questions de contrôle, que c'est pour quelque chose de sécurité. Donc aujourd'hui, le système, la technologie, les moyens informatiques
et les logiciels vont nous permettre de suivre en temps réel, sous forme de tracking, par exemple, les véhicules qui circulent sur les corridors, et à un moment donné, il y aura un poste de commandement qui nous permettra de savoir et d'alerter rapidement les autorités pour dire, écoutez, il y a des actions qui se mettent sur ce corridor. Le deuxième élément aussi qu'on est en train de mettre en place, c'est la question de la gestion du gabarit de la charge à l'essieu. Vous savez qu'aujourd'hui, au niveau communautaire, il y a des camions qui sont hors normes, qui chargent des marchandises hors normes et qui dégradent la chaussée construite après avec des milliards, à coût de milliards. Donc, qui réduit la durée de vie des infrastructures. Tout à fait. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place des technologies qui nous permettront de suivre ces véhicules-là sur les corridors pour qu'ils évitent de dégrader les routes. Donc, on a des technologies aujourd'hui qui sont… Très bien, très bien. Donc là, on est vraiment sur un aspect de gestion des infrastructures. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, le de les rendre plus durables. Tout à fait. Tout à fait. C'est intéressant. C'est intéressant ce que vous dites. C'est intéressant. On va revenir sur ça. C'est intéressant ce que vous dites. Hein, ces enfants. On va revenir sur ça. On va pas vous oublier sur ce point-là parce que c'est quand même assez pertinent à soulever. Mais j'aimerais juste, avant qu'on avance trop rapidement dans le vif du sujet, surtout dans l'exploitation, qu'on puisse toujours réfléchir un peu sur ces évolutions-là que certains pays du continent ont connues, justement dans la partie réalisation de ces infrastructures-là et sur l'implication de la technologie dans ces infrastructures. Sarah, je sais qu'en Tunisie, évidemment, quand on parle de technologie et d'avancée technologique, on parle d'innovation. Je sais qu'en Tunisie, Tunis aujourd'hui une vraie capitale des startups et d'innovation sur le continent, faut pas nier. Comment est-ce que vous, à votre niveau, vous parvenez à promouvoir justement l'innovation, j'ai envie de dire, dans la recherche de solutions dédiées au secteur du transport? Est-ce que vous le faites déjà? Est-ce que vous le faites auprès des startups? Et comment est-ce que vous faites pour promouvoir ces idées quand vous en trouvez? Oui, M. Tafal. Donc, nous avons, la Tunisie, elle a développé un plan national stratégique Tunisie digitale 2020 qui a été développé afin de positionner la Tunisie en tant que référence internationale du développement numérique en tant que levier important pour le développement socio-économique et doter la Tunisie d'une infrastructure technologique en phase avec une économie moderne. Ce plan, il comporte plus que 70 projets. Donc, j'imagine que le transport fait partie des infrastructures de transport. Oui, les infrastructures de transport, les projets, c'est un projet mais ça concerne tous les domaines. Dans tous les domaines. Ce qu'on a fait pour promouvoir les startups, donc ce plan, il est découpé en plusieurs axes qui ont les objectifs de garantir l'inclusion sociale et réduire la fracture numérique, renforcer la culture du numérique, évoluer vers surtout une administration donc, électronique. Déjà, dans notre administration et dans tous les ministères, maintenant, tout le courrier est géré de façon électronique. C'est zéro papier maintenant. Tout est géré donc, de façon électronique. On veut aussi assurer la réduction du chômage et la création d'emplois et assurer le passage de la Tunisie. On a comme ambition de passer toute la Tunisie dans le tout numérique. Donc, dans ce cadre, le cadre de son plan, il y a un cadre juridique, une loi qui a été adoptée par la Tunisie en avril 2018, qui concerne la start-up. C'est le Startup Act, c'est le cadre juridique qui s'appelle le Startup Act. Et donc, les avantages pour promouvoir les startups, dans cette loi, on a donné des avantages aux startups. Donc, on leur octroie une bourse, une allocation pour une année entre 1 000 et 5 000 dinars par mois pour les encourager. Quelqu'un qui travaille dans le public ou dans le privé, il peut sortir pour un congé, il a le droit d'avoir un congé d'une année renouvelable pour ouvrir sa start-up. Et il y a une prise en charge par l'État de la procédure de dépôt et les frais d'enregistrement du brevet, l'éligibilité au programme d'emploi prévu par les réglementations. Le Startup Act aussi, il encourage le bon échec en favorisant la liquidation à l'amiable des startups quand il est avec des fonds, à travers les fonds de garantie, à travers l'exonération de l'impôt. Donc, ils ont été aussi exonérés des impôts. Ils ont été considérés comme des opérateurs économiques agréés. L'augmentation du plafond de l'allocation annuelle de la carte technologique,
Est-ce que ça a pu libérer justement le potentiel d'innovation dans le secteur des transports, surtout des infrastructures de transport? Est-ce que vous avez des exemples de solutions que les startups tunisiennes ont portées, ou en tout cas l'innovation locale a développé justement dans le domaine des infrastructures de transport? Dans les domaines… Toutes ces mesures sont très belles et justement, ça devrait justement pousser à… Oui, on a eu des petites et moyennes entreprises, on les a encouragées à faire de l'entretien, ils avaient des idées créatives dans l'entretien, dans des propositions, dans l'embellissement des entrées des villes, donc ils avaient des idées créatives. On a créé des startups dans le domaine surtout de l'entretien et des petits travaux. C'est des petites entreprises donc, qui ont fait, c'était dans ce cadre-là. Mais avec des solutions à fort potentiel, parce qu'évidemment, il faut que ça commence par une petite idée pour que ça puisse voilà, à l'échelle foisonner. C'est intéressant. Youssef, est-ce qu'on peut avoir une idée rapidement par rapport au volet réalisation aujourd'hui des infrastructures de transport et autoroutier en l'occurrence au niveau du Maroc? Avoir une idée de ce que vous avez pu développer en termes d'avancées technologiques, en tout cas en termes de dispositifs digital, voilà, tout ce qui tourne autour de ces évolutions-là. D'accord. Donc, en termes de réalisation, nous avons déjà un projet, on vient de lancer il n'y a pas longtemps, c'est la migration vers un ERP cloud qui nous permet aussi de gérer les avancements des travaux avec des outils comme on appelle 2D, c'est-à-dire 2 dimensions. Nous avons cherché un petit peu, nous avons fait un benchmark. Je pense qu'on a démarré déjà ce process depuis 2016 pour trouver des idées innovantes pour un petit peu booster et développer encore plus la phase réalisation. Donc, j'ai un petit support, je ne sais pas ce que je peux partager. Allez-y, si vous l'avez, comme ça on visualise un peu ce que vous êtes en train de l'exposer rapidement. Très bien, on voit votre écran. Vous arrivez à visualiser l'écran? On voit votre écran, tout à fait, oui. Ah, voilà. L'idée, c'est que nous avons intégré ce qu'on appelle le BIM. C'est parmi les avancées technologiques en termes de digitalisation, en numérisation. C'est l'acronyme anglais du Building Information Modeling. Donc, la présentation sera axée rapidement sur 5 volets. Le périmètre sur lequel nous avons appliqué le BIM, la problématique et pourquoi nous avons pensé déjà à BIM et pas autre chose. D'ailleurs, avant de penser à ça, nous avons aussi fait une évaluation de notre écosystème pour un petit peu évaluer sa capacité à adopter le BIM. Et par la suite, pour pouvoir proposer une solution adaptée aux contraintes de notre contexte. Et finalement, ce sera une bonne conclusion. Donc, comme vous pouvez constater, la réalisation représente les 2/3 du budget ou du poids financier d'un projet autoroutier. Donc, c'est pour ça qu'on a pensé à utiliser le BIM au niveau de la réalisation parce que les résultats seront plus perceptibles. Et pour un petit peu caler notre modèle théorique, nous avons choisi un parmi les projets les plus compliqués que nous avons maintenant, c'est le triplement du autoroute avec un trafic de 70 000. Alors, rapidement, avant qu'on aille plus loin, parce qu'on sait aussi qu'on est suivi par beaucoup d'intervenants qui ne sont pas forcément spécialistes. Alors, la solution BIM, pour faire court, rapidement, en 2 mots, ce serait quoi, par exemple, si vous voulez le vulgariser? Pour le vulgariser, on peut dire que ça va nous permettre de collaborer, l'ensemble des intervenants peuvent collaborer autour d'une maquette numérique. Très bien. Un avatar numérique de notre projet. Parfait. Et là, on peut prévoir tous les problèmes, on peut communiquer comme on veut d'une façon plus simple et plus rapide. D'accord, très bien. Bon, jusque-là, ça va. Donc, comme ça, on pourrait savoir exactement de quoi on parle, surtout pour les néophytes qui nous suivent. D'accord. Je vous laisse poursuivre. D'accord, merci. Donc là, le pourquoi du BIM, donc nous avons 3 volets. Le premier, la digitalisation, et ça va nous permettre de s'aligner avec la stratégie nationale qui met la productivité et la compétitivité économique comme un axe principal à développer avec la digitalisation. Et avec le BIM, on peut vraiment accélérer nos process. Le deuxième point, c'est accélérer les paiements, et c'est un parmi les outils du groupe ADM pour aider son écosystème
à franchir surtout les difficultés en phase de Covid, surtout les difficultés financières. Et troisièmement, comment on peut, avec le BIM, révolutionner notre façon de communiquer, de passer de 2D à de 3D avec une interaction avec des bases de données structurées. En ce qui concerne l'évaluation de notre écosystème, nous avons mené deux approches. Une, en évaluant la synergie, ça veut dire l'interaction entre différentes parties prenantes. Et la deuxième, une évaluation des compétences individuelles. Premier volet, depuis 2016 jusqu'à, je pense, 2019, nous travaillons toujours avec BIM niveau 1. Ça veut dire que nous utilisons des modèles 3D, mais pas avec la dimension collaborative. Que pour quelques disciplines, les études, les procédés complexes. Pour le reste, on utilise toujours des outils 2D. Très bien. L'évaluation des compétences individuelles de chaque intervenant, on peut dire qu'on est en moyenne près à 31% pour adopter le BIM. Et c'est un taux qui reste à améliorer. Donc, en résumé, ce que nous avons constaté suite à cette analyse, du point de vue stratégique, on a la volonté, on a des stratégies qui appuient la transition numérique et le BIM. En termes de process, nous n'avons pas encore dupliqué ou détaillé la stratégie sous forme de process et sous forme de procédure. En ce qui concerne l'expérience, malheureusement, à la date d'aujourd'hui, on n'a pas eu la chance de développer des projets BIM niveau 2. Et on a démarré ou lancé des formations pour des compétences internes. Et le dernier point, c'est qu'il nous faut des matériels puissants et des compétences pointues dans des expertises liées au logiciel. Les compétences, on va en parler tout à l'heure. Oui. Allez, Oui. je vous laisse finir. Voilà, et devant tout ça, nous avons déjà proposé une solution et on est en train de la développer, qu'on peut voir après, bien sûr. On va le voir tout à l'heure, justement, parce que l'idée de la compétence, elle est essentielle. C'est aussi un point sur lequel on va revenir. Laurent, rapidement, est-ce que toutes ces évolutions correspondent un peu à ce qu'on peut appeler best practice, entre guillemets, sur le marché aujourd'hui? Tout à fait, exactement. Et comme le rappelait d'ailleurs Monsieur Youssef Zahaer, effectivement, le BIM en fait partie, très clairement. Et j'ai apprécié d'ailleurs que Monsieur Zahaer souligne le fait que ça soit une plateforme collaborative, plutôt qu'en fait qu'un modèle en 3 dimensions. C'est vraiment l'intérêt du BIM, c'est la base de données qu'il y a derrière, donc bien évidemment qui se modélise en 3 dimensions avec des possibilités de réalité augmentée derrière, de réalité virtuelle. Mais ce qui est intéressant, c'est l'unicité de la donnée. Et vraiment, ce BIM, cette maquette, va suivre l'intégralité de la vie du projet, depuis sa conception, son design, jusqu'à sa construction, sa réalisation, mais également en phase donc d'exploitation, de maintenance avec des problématiques donc de gestion de patrimoine et tous les intervenants autour d'un projet, que ce soit en phase amont avec des fournisseurs, des sous-traitants et par la suite tout au long de la vie du projet avec des autorités concédantes, des autorités publiques, des pouvoirs publics, des autorités, des sociétés privées. Chacun va pouvoir justement sur cette plateforme collaborative interagir, faire des commentaires et puis il ne faut pas oublier que le BIM c'est aussi particulièrement pertinent sur des ouvrages complexes, des viaducs, des tunnels, où on n'a pas forcément accès à un certain nombre d'objets. Et là, ça permet vraiment une visualisation, et pour notamment donc les clients, que ce soit des autorités publiques ou même les usagers, de se projeter dans une infrastructure. Donc c'est vraiment, pour moi, on le voit en tout cas chez GIS, comme cet outil BIM, comme une véritable révolution dans le domaine de l'ingénierie autoroutière. Vraiment. Merci. Youssef, tout à l'heure, a soulevé un point intéressant, enfin, qui est assez stratégique aussi, c'est les compétences. Aujourd'hui, est-ce que… Oui, non, c'est intéressant de souligner. Alors, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est vrai que le BIM, c'est pas tout simplement un outil plug and play qu'on vient brancher un software. Non, c'est quand même complexe. On parle de plusieurs
types de software qui viennent s'imbriquer les uns dans les autres. Un software comme Civil 3D qui va vous permettre de faire de la conception, mais avec d'autres softwares afin de fluidifier ou donner une texture graphique particulièrement représentative, avec des reflets sur des bassins de rétention, typiquement, ou des choses comme ça. Et après, il faut des personnes, bien évidemment. Il faut les gens derrière, il faut les hommes derrière, et les femmes aussi qui peuvent… Alors, il faut tout à fait des hommes et des femmes qui ont des compétences en matière donc, d'ingénierie, notamment pour les inspections, donc en matière de gestion de patrimoine notamment, et puis également des personnes avec des compétences en matière d'IT. Donc, c'est tout un système assez complexe. Mais on a pu nous le constater dans plusieurs projets qui sont en cours chez Egis, avec de réelles applications dans différents domaines. Alors, on parle sur ce volet particulier, c'est intéressant ce que tu viens de soulever, Laurent. Quand on parle de ce volet particulier, par sur un volet beaucoup plus élargi, en tout cas sur un angle beaucoup plus élargi avec la BAD, Pierre-Simon, aujourd'hui, est-ce que les compétences, elles sont essentielles, hein, c'est clair, est-ce qu'elles sont essentielles à cette avancée technologique, à ce développement technologique? Est-ce qu'aujourd'hui, la BAD encourage, en tout cas, promeut ce volet, cet aspect-là auprès de ces acteurs, ces États membres, surtout auprès des projets que vous financez aussi? Ok, comment vous le faites? Je peux pas, pour le moment. Oui. Comme toutes les technologies, hein, en fait, tout ce qui est innovation, nous encourageons nos pays membres à l'utiliser. D'autant plus que nous sommes partis, je ne vais pas dire partie du contrat, nous sommes partis de l'infra que nous sommes en train de réaliser, parce que nous contribuons en tant que partenaire technique et financier. Et donc, nous accompagnons, en tant que banque de développement, nous accompagnons le partenaire et nous avons intérêt à ce que ça se réalise très bien et que ça se passe très bien. Et donc, nous avons en permanence intérêt d'abord. Supervision. Nous assurons ce que nous appelons des supervisions. Nous faisons des suivis pour nous assurer qu'effectivement, les choses se font très bien et que ça fait conformément aux normes, ainsi de suite. Et donc, cet outil, le BIM, c'est un outil important également pour nous, pour assurer le suivi. Parce qu'actuellement, nous sommes, je suis assis à la maison, là, vous voyez, là, je suis chez moi, nous travaillons depuis la maison et depuis une année déjà. Et donc, nous avons des projets qui se réalisent actuellement sur le terrain. Donc, on n'assure pas ce suivi-là, nous n'avons pas pu faire ce suivi. Pierre-Simon? Je pense qu'on l'a perdu en pleine… Oui, tout à fait. Ah, très bien, on l'a retrouvé. Oui, je suis confronté à un problème, le même problème de technologie. Nous avons un problème de débit, donc ça vient, ça repart et c'est instable. En tout cas, je ne sais pas ce que vous faites des infrastructures de route, mais… Oui, on verra. Actuellement, ça rassure ou pas. Nous avons ce problème-là qui se pose et nous sommes en train de faire des efforts au niveau du Cameroun ici. Nous sommes en train d'installer la fibre optique. Nous avons un projet global d'installation de la fibre optique au Cameroun pour permettre d'accompagner le pays à augmenter Oui, non, mais c'est vrai que c'est important aussi ce volet infrastructurel. Enfin, on parle des compétences, on parle aussi du volet infrastructurel qui est quand même à la base de tout cela. Oui, Pierre-Simon, on vous entend. Oui, je suis revenu. OK. Donc, j'étais en train de dire, nous étions en train d'aider le pays à trouver la solution par rapport à ça. Et pour revenir, pour dire, en fait, tout ce qui contribue à ce qu'on puisse améliorer la performance de façon globale, que ce soit en termes de conception, en termes de réalisation, en termes de planification, la banque, elle est partante. Et de compétences, et de compétences surtout. Mais c'est sur ça, j'aimerais bien vous entendre. Oui, parce qu'on sait que… Oui. Ce que nous faisons en général, lorsque nous avons… Alors, je pense qu'on va… on s'y est habitué depuis ça coupe de façon assez intempestive, mais c'est les aléas du direct. On va faire avec. Monsieur Samson Balongoun, peut-être un mot sur ça. Qu'est-ce que ça vous inspire un peu sur cette exigence d'avoir les bonnes ressources aussi, humaines surtout en termes de compétences, pour pouvoir réussir ces évolutions technologiques? Merci beaucoup. Ce que j'aimerais… On revient vers vous, Pierre-Simon, on revient vers vous. En fait, ce que j'aimerais dire, pour compléter mon frère Ndong, c'est dire qu'en réalité, nous avons des problèmes vraiment de ressources humaines, essentiellement. C'est-à-dire que c'est vrai que l'Afrique
et l'Afrique de l'Ouest en particulier, est intéressée pour, disons, intégrer dans ces projets des systèmes de digitalisation et puis de dématérialisation de tout ça. Mais le problème qui se pose, nous n'avons pas assez de compétences. Compétences en ressources humaines. Oui. Les entreprises qui viennent installer les équipements, les installations informatiques vont avec toutes leurs ressources. Retour. Lorsqu'il y a un problème maintenant de maintenance, d'entretien, oui. l'Afrique n'arrive pas à faire face à ça. À suivre Voilà, donc l'installation est bien installée au début, c'est bien installé. 1 an, 2 ans après, vous constatez que on ne peut plus utiliser ces informations, ces équipements plutôt. Bon, Laurent, je t'entendrai tout à l'heure sur le transfert de compétences. Hein. On parle de vous, là. On parle volontiers, au contraire. C'est important. Vous allez voir qu'un logiciel que vous achetez, la licence, ou bien l'opérateur est quelque part très loin là-bas, il faut le solliciter, et ça demande des coûts supplémentaires vraiment d'utilisation. Oui. Donc, à un moment donné, ce n'était pas intégré au niveau des projets. Donc, au départ, le projet prend en charge l'installation, l'équipement, et après, maintenant, l'exploitation, maintenant, on pose problème, le projet ne prend pas en charge, ça revient maintenant aux États qui ont un problème de gestion des ressources humaines. Est-ce que ce n'est pas les États qui doivent imposer ça? Les États. Vous savez, aujourd'hui, les États imposent. Ils peuvent l'imposer. Mais les personnes sont en mouvement en permanence. Vous savez, la fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux. Lorsque l'entreprise vient, installe un équipement, forme les agents de l'État, le monsieur devient compétent, il est récupéré par ailleurs par la même entreprise qui avait formé dans un autre pays. Donc, l'entreprise forme quelqu'un, par exemple, je peux parler comme ça, hein, je forme quelqu'un au Kenya, qui est très compétent. Lorsque l'entreprise maintenant trouve un autre marché, peut-être au Nigeria, il récupère l'agent qui a été formé au Kenya, cherchant à monter ses charges, et le propose au Nigeria. Donc, c'est une question pour que, à un moment donné, le pays n'a pas vraiment le choix que de se voir vraiment privé d'un expert qui a été formé à coût de millions et se retrouver quelque part ailleurs. Alors, Sarah, quelle est l'expérience de la Tunisie sur cette question des compétences? Je sais que vous avez quand même une bonne histoire en termes de gestion autoroutière. Aujourd'hui, comment est-ce que vous les développez, ces compétences? Comment vous les retenez? Est-ce que quand les acteurs privés viennent développer chez vous des projets, est-ce que vous insistez sur le transfert justement des compétences et des savoir-faire qui est utile à la viabilité des technologies que vous mettez en place? Nous, que ce soit dans le domaine de TIC, que ce soit dans le domaine de génie civil et de gestion d'autoroute, nous avons de très grandes compétences qui sont reconnues même sur le plan international. Et d'ailleurs, on n'arrive plus à les retenir. Il y a une très grande fuite de cerveau, que ce soit dans le domaine de TIC ou dans le domaine de génie civil. Donc, justement, il y a beaucoup de départs, que ce soit de l'administration. Pourquoi ils ne restent pas? Pourquoi ils ne restent pas? Est-ce que ce sont sujets de promotion? On n'arrive pas à les retenir parce que là, quand ils vont en Europe ou ils vont dans les pays du Golfe, ils gagnent 10 fois plus leur salaire. Donc, c'est tout à fait normal parce que là, en Tunisie, ils ne sont pas très bien payés. Donc, c'est normal. Ils cherchent c'est le cas aussi dans plusieurs pays du continent, j'imagine. Du point de vue compétence, ils sont très compétents et tout le temps, il y a des chasseurs de tête qui les prennent. Est-ce que ça peut être un frein à l'innovation, d'après vous? Est-ce que ça peut être un frein à l'avancée technologique? Pour parler de votre secteur, par exemple. Il faut prendre le fait qu'il y a ces fuites de cerveau, parfois c'est dans le bon sens parce que là, ils peuvent ramener d'autres technologies, peuvent après revenir au pays parce que là, il reste parfois quelques années, même en Afrique, il y a beaucoup de
de gens du ministère ou de Tunisie Autoroute qui vont faire une expérience en Afrique. Après, ils reviennent et donc ils acquièrent une autre expérience, ils voient d'autres bureaux d'études, ils voient donc c'est toujours bien, même ce transfert de technologie entre les pays, de transfert entre les compétences, donc c'est toujours bien. Oui. Mais... Alors, Youssef, peut-être rapidement un petit mot sur ça, sur cette question de compétences, avant que je vous laisse dérouler ou continuer sur votre explication tout à l'heure par rapport à la presse. Parce que vous avez quand même des problématiques de compétences, surtout sur la question du BIM que vous avez. Oui, exactement. Ce que je peux dire, c'est en termes de génie civil, déjà pour les autoroutes du Maroc, le côté financier, le côté IT aussi, nous disposons des ressources reconnues à l'international. Et d'ailleurs, on a eu des expériences à l'international. On a exporté notre savoir-faire pour un petit peu collaborer avec les pays du continent. Du continent, exactement. Et maintenant, pour le BIM, ou pour la digitalisation en général, nous avons deux façons. Un, de renforcer les compétences IT, mais aussi nous avons pensé un petit peu à former les ingénieurs génie civil et les ingénieurs métiers dans du BIM. Et c'est important parce qu'il faut avoir un petit peu des profils mixtes qui maîtrisent les problématiques, les contextes des deux volets. Parce que digitalisation, l'infrastructure, donc nous avons une intersection entre l'informatique, l'IT et le génie civil. Donc, je vais continuer sur le… Allez-y, je vous en prie, comme ça. Ça sera bref, rapide. Allez-y. Voilà. Voilà. Donc, comme a dit M. Laurent, le BIM, c'est une approche collaborative. Donc, déjà, il faut parler le même langage. Donc, au niveau de la solution, nous avons scindé notre solution en 4 étapes. La première, nous avons mis un système de classification et de nommage sur la base des standards internationaux et on l'avait adapté à notre contexte autoroutier marocain. Le deuxième point, c'est la fabrication déjà du modèle numérique, c'est important. Nous avons formé des équipes, des compétences depuis 2015-2016 et maintenant, nous avons des équipes capables de construire et de fabriquer des maquettes numériques de bout en bout. Le troisième volet, et c'est le plus important dans cette solution, c'est, on peut dire, le cerveau de cette solution, c'est l'automatisation. Ça veut dire que nous avons développé des algorithmes puissants avec l'aide des compétences IT pour un petit peu aider les utilisateurs, les ingénieurs génie civil sur le chantier à communiquer avec les maquettes numériques sans pour autant être compétents dans ce domaine, sans pour autant être capable de manipuler les maquettes numériques. Et le dernier point, c'est des procédures et des process pour exploiter cette solution. Pour l'automatisation, je veux juste vous donner une idée sur cette plateforme qu'on est en train de développer actuellement. Donc, nous avons l'ensemble des intervenants de projet, chacun selon son rôle. Il interagit avec notre plateforme web via des interfaces standards, ergonomiques, simples à utiliser. Et toutes les modifications que les utilisateurs font, ils sont automatiquement gérés par ce noyau qui est hébergé sur le… Et lui, il assure l'interopérabilité entre les différents outils, comme a dit M. Laurent, parce qu'on a beaucoup de technologies, et là, ce n'est pas aux utilisateurs de faire face à la complexité de chaque domaine. Donc, on a délégué ça à l'automatisation et une solution cloud performante. Quelques captures d'écran qui nous permettent carrément chaque modification. C'est les plans automatiquement qui sont modifiés et on peut visualiser même en 3D sur la plateforme sans, je le répète, sans pour autant être formé dans les outils 3D. Et on peut générer, bien entendu, des reportings automatisés. Pour conclure, conclusion de cette solution, c'est une réflexion basée sur plusieurs principes du web, des bases de données, du BI et du BIM, dont l'objectif de digitaliser notre activité, la réalisation, et activer les paiements, révolutionner la communication, en s'appuyant sur le web pour faciliter les échanges, les sécuriser. L'automatisation, nous avons développé des algorithmes qui manipulent les logiciels compliqués à la place des utilisateurs. Le problème de matériel, c'est important parce qu'il fallait faire un investissement énorme pour doter l'ensemble des intervenants avec du matériel puissant. Et là, nous avons choisi le cloud mutualisé pour répondre à cette problématique, beaucoup plus performant et beaucoup moins cher. Et finalement, nous avons structuré les données sous forme de bases de données structurées et on les avait connectées avec des
outils puissants comme le BI pour un petit peu exploiter les données sous forme d'information. Donc, c'est ça la solution, c'est en cours de développement quand on est en train de la tester sur quelques sites pilotes et en espérant très bien qu'il soit opérationnel d'ici une année. Alors, ça fait une belle visibilité, en tout cas, par rapport à tout ce que vous faites sur l'amélioration du collaboratif dans la gestion de ces infrastructures, et la technologie aide beaucoup dans ce sens-là. Tout à l'heure, on avait parlé de transfert de compétences. Hein. C'est extrêmement important. Est-ce qu'aujourd'hui, les acteurs privés qui opèrent sur le continent ont une propension à partager? C'est important aussi de ne pas laisser, de ne pas mettre en place une technologie, de l'installer, et de facturer, de repartir, hein, de laisser un peu l'État ou entre les gestionnaires de données publiques entre, voilà, assez tout à fait, Safal. C'est le cas. Alors, bon, déjà, Aegis, nous sommes un acteur de long terme, hein, puisqu'avant, c'était Aegis BCOM, donc présent sur le continent africain depuis peut-être plus de 60 ans. Et le transfert de compétences, on le retrouve dans nos contrats. Nous, les contrats d'exploitation maintenance que nous avons sur le continent, ils sont de 5, 10, 15, 20 ans, et avec une volonté de la part de nos clients de maximiser quand même ce que les anglo-saxons appellent le local content, donc le recrutement local. Le contenu local, tout à fait. Vous citiez tout à l'heure le projet en Ouganda, sur le projet en Ouganda, pour l'exploitation et la maintenance donc, de l'autoroute pendant 5 ans, il n'y a pas un seul expatrié ou un seul étranger, entre guillemets. Donc, ça sera 100% des ingénieurs ougandais. Et effectivement, on sent qu'il y a une appétence de la part des clients pour cet accompagnement, notamment sur des thématiques qui sont très en pointe, comme les moyens de paiement pour le péage, donc notamment en matière de téléphonie mobile. D'ailleurs, je crois qu'il y a un de nos auditeurs qui posait une question. Tout à fait, il y a une question sur cela tout à l'heure. Et effectivement, on essaye de promouvoir, nous, un maximum le mobile money, donc le paiement grâce à la téléphonie mobile. Et c'est là aussi, justement, que le continent africain peut franchir des étapes. Absolument. Et dépasser même des développements technologiques qui ont lieu actuellement donc, en Europe ou dans des pays anglo-saxons. Et je pense qu'il faut accompagner, donc ce n'est pas uniquement une relation entre un client et un partenaire privé. Nous, typiquement, on finance également la création de chaires universitaires en matière d'ITS, donc de technologie et d'intelligence dans le domaine des transports. Donc, on essaie vraiment de soutenir cet effort. Et comme je vous l'ai dit, ça se retrouve également, donc, on nous impose, et à juste titre, hein, les autorités publiques nous imposent dans nos contrats un transfert de compétences, et ce qui nous va bien, puisque c'est collaboratif, et effectivement, c'est ce qui permet d'avoir des infrastructures sur le long terme et une vision sur le long terme. Alors, M. Sanso Balangoun, est-ce que cette réponse vous va? Est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté aujourd'hui des acteurs privés à partager leurs connaissances, surtout sur le volet du technologique des infrastructures de transport? Les contrats, de plus en plus, exigent un transfert de compétences. Ça, c'est connu. Dans pratiquement tous les contrats aujourd'hui en Afrique, en matière d'infrastructure et de services de transport, les questions de transfert de compétences sont en bonne place. Mais le problème n'est pas là. Mais quelles compétences? Allez-y, dites-moi le problème, où est-ce qu'il est, justement. Le problème n'est pas là. Le problème est que, comme a dit Madame Sari, je crois. Sarah, oui. Sarah, vous savez, en Afrique, il y a des compétences qui existent. Et les jeunes aujourd'hui ont vraiment toute une compétence en matière d'éthique. Le problème, c'est qu'ils sont obligés de fuir, les chercheurs de cerveau les récupèrent. Les mêmes entreprises qui les forment dans un pays viennent les récupérer, les amener ailleurs. Parce que lorsqu'ils font l'appel d'offres, par exemple dans une région, pour pouvoir faire une économie d'échelle, ils proposent des consultants, des consultants, des experts locaux, dans les Africains. Je parle des firmes internationales. Bien sûr, bien sûr. Ces entreprises, ces experts locaux sont récupérés dans les administrations, dans les bureaux qui existent, qui peuvent aller travailler ailleurs, mais ils ne reviennent plus. Donc, c'est du gâchis. Lorsqu'on les forme, ils ne reviennent plus. Donc, ils sont bien formés, ils ont la technologie, ils sont conscients qu'ils sont bien formés, que les compétences ont été transférées en matière de ressources humaines. Mais en réalité,
Oui. Plus tard, et on les récupère par ailleurs, puis ils disparaissent. Oui. Persément, c'est une réalité que vous connaissez, vous? Est-ce que c'est une réalité que vous percevez sur le terrain? Oui, même sur le terrain, oui, c'est ça que je dis. Non, mais la question était pour Persément, je ne sais pas si nous entend ou pas. Oui, oui, je suis revenu. Voilà. Je pense que le réseau est un peu plus Oui. il est stable. La question, elle portait sur comment retenir les cerveaux, C'est ça, et les surtout compétences. comment gérer les compétences absolument pour avancer. Oui, oui, oui. Je pense que le projet, comme le disait monsieur Adebayo, monsieur Salomon, on le vit tous les jours, hein, nous le vivons tous les jours. Et d'ailleurs, je voudrais dire que nous-mêmes aussi, nous contribuons, puisque c'est dans ce vivier également que nous faisons nos recrutements. Donc, ce que je veux dire, la solution que nous avons parfois trouvée, que nous trouvons et que nous continuons à trouver, c'est de dire pourquoi, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, tous les intervenants l'ont dit, pourquoi les cerveaux vont? Parce que les gens, le traitement, c'est en termes de traitement. Je veux dire, le cadre d'intervention, le cadre. Ah, bon, déjà, l'environnement dans lequel les gens travaillent. Et ça rajoute les problèmes. Je donne. Vous m'entendez? On vous entend difficilement. On revient quand même à vous suivre. Le conseil que nous donnons, c'est globalement, lorsque nous avons fait une analyse de la situation, comme je prends par exemple le cas où je suis au Cameroun ici, c'est de dire, c'est d'évoluer en termes de création d'agence. Cette agence aura un peu plus de flexibilité en termes de gestion, en termes de rémunération, en termes de gestion du personnel. Donc, quand vous prenez des gens qui sont rémunérés et qui ne sont pas rémunérés à juste compétence, parce que c'est ce qu'on a regardé dans toutes les administrations du monde. Dans les administrations, toutes les administrations du monde, les gens ne sont pas rémunérés à la juste compétence. Le moins compétent est autant rémunéré de la même manière que le plus compétent. Donc, c'est d'évoluer vers un système d'agence qui fera en sorte que les gens soient rémunérés à leur juste valeur. Ce serait un des moyens pour retenir les gens sur place. Et on ne peut pas refuser à quelqu'un qui voudrait évoluer. Et moi, je donne souvent ce conseil à des collaborateurs avec une s'il a eu mieux ailleurs, je ne pense pas pourquoi on devrait le. C'est à l'employeur de faire. On travaille avec une agence ou une administration ou un service ou une agence, un de nos clients, nous essayons d'analyser ses capacités. Et donc, nous allons faire, il y a une façon de faire, on va renforcer les capacités, on mettra à disposition une assistance technique qui va accompagner, c'est-à-dire que le travail se fera en binôme. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas l'assistant technique du travail. Le travail se fait en binôme. C'est le système où on mettait des homologues et qui sont, je vais dire, ils sont coachés par des personnes plus compétentes pour leur permettre d'avoir la capacité nécessaire. Une fois ils ont eu cette capacité, maintenant ce qu'il faut faire, il faut chercher à les maintenir en place. Et les maintenir en place, c'est de leur donner, de les rémunérer à leur juste valeur pour passer, pour espérer les garder. C'est essentiel. Je pense que qu'ils partent ou bien qu'on vienne les prendre, je pense que ce n'est pas ça le problème. Oui, c'est essentiel. En tout cas, je pense qu'on a fait quand même globalement le tour des différentes problématiques sur lesquelles on peut réfléchir quand on parle d'avancées technologiques et de digitalisation sur le secteur des transports en Afrique. On a 2 ou 3 minutes, rapidement, peut-être un petit mot pour chacun pour se projeter. Quelles sont les évolutions, par exemple, si on commence par Mme Zenzri, aujourd'hui, la Tunisie se projette sur quoi? Quels sont les nouveaux projets sur lesquels vous vous concentrez? Et quelles sont les perspectives justement d'évolution des réseaux autoroutiers au niveau de la Tunisie? Rapidement, en quelques mots. Les nouveaux projets, actuellement, on est en train d'étudier l'axe sur le centre, c'est-à-dire une autoroute qui part de Tunis vers le centre-ouest puis le sud-ouest. Donc, on va lancer l'appel d'offres. L'appel d'offres, déjà, il a été lancé, mais les travaux ils vont commencer cette année. Ce qui est bien sur cette autoroute, c'est qu'on a fait il y a eu des innovations par rapport aux autres autoroutes. C'est des structures de chaussée qui sont à module élevé. C'est le béton à module élevé. C'est pas comme les structures classiques. L'aspect architectural, on a tenu compte dans la conception des ponts, des aspects architecturaux. Il y avait de l'innovation aussi bien dans les structures de chaussée que dans les ouvrages d'art, dans les ponts. Il y avait des structures spéciales. Donc, ce projet il va bientôt commencer.
Et on espère, comme je vous ai dit tout à l'heure, atteindre les 1325 km à l'horizon 2030. C'est ça. 2030, avec évidemment la composante technologique qui avancera en même temps, en tout cas oui, qui sera aussi avance en même temps. aussi Déjà, comme je prônée. vous ai dit tout à Oui, l'heure, oui, nous sommes arrivés au télépéage et depuis très longtemps, on a commencé le télépéage en Tunisie. Ce mode, c'est le mode de stop and go, mais très prochainement, on va aller dans le free flow. On va aller dans le free flow, c'est-à-dire il n'y aura plus de stop et il suffit juste de réduire la vitesse et puis aller directement, ça va accélérer encore. Excellent. Donc, Excellent. Youssef, est-ce qu'on est sur les mêmes projections ou en tout cas, est-ce qu'on est sur les mêmes ambitions? Évidemment, c'est clair, au niveau d'ADM des autoroutes du Maroc. Oui, en fait, du point de vue innovation, on peut parler du volet technique, comme a dit Madame Sarah, du point de vue bitume enrobé, donc l'introduction par exemple des bitumes naturels et tout. On a le volet aussi digital. On va continuer sur la voie de BIM. Notre volonté, notre ambition, c'est d'atteindre le BIM niveau 3. C'est quelque chose qui n'est pas encore mature sur le continent européen. Et on aimerait bien, c'est toujours un projet recherche et développement, et je pense qu'on est sur la bonne voie pour un petit peu l'implémenter au niveau de nos chantiers prochainement. Point de vue exploitation, je pense qu'on va continuer de renforcer le côté du contrôle, de surveillance des points névralgiques du réseau autoroutier en général, le télépéage aussi. Et là, on est aussi sur un projet de modernisation de tous les gares de péage du réseau autoroutier. Et je pense en gros, c'est ça. Excellent. Laurent, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup de nouvelles solutions, en tout cas au niveau international, au niveau européen. Est-ce que c'est des réalités qui peuvent être appliquées à moyen terme, au long terme, en Afrique? Sûr, mais comme je le disais, sur les moyens de paiement, parce que voilà, on a parlé de ces capacités. Sur les moyens de paiement péage, c'est d'ores et déjà le cas, hein, la télé, notamment avec des paiements en téléphonie mobile, puisque c'est énormément répandu sur tout le continent africain, avec tous les opérateurs. Après, nous, je pense qu'on vient de connaître quand même un bouleversement sanitaire avec cette crise Covid dans le monde entier, donc sur le continent africain et partout dans le monde. Et ça, clairement, ça a changé la donne. Donc déjà, pour des questions bien évidemment de sécurité, on essaye de promouvoir le péage électronique pour éviter que les collecteurs qui sont dans les cabines de péage manipulent de l'argent et soient donc en contact direct avec les usagers. Mais bien évidemment, cette crise sanitaire a un impact aussi sur notre métier, notamment en matière de maintenance. On essaye de dématérialiser un maximum, d'avoir de la maintenance à distance, notamment avec, typiquement, on utilise, nous, sur pas mal de nos exploitations, des sortes de Google Glass que nos agents donc, mettent sur la tête. Et là, ils voient en temps réel un certain nombre de documents s'afficher sur l'écran de leurs lunettes et le tout en coordination avec des fournisseurs qui sont à l'autre bout du monde. Donc, on essaye comme ça de s'adapter à cette crise sanitaire qui limite bien évidemment les déplacements. Et donc, on essaie d'avoir des on le voyait comme un aspect conjoncturel, mais c'est vrai que ça a énormément changé beaucoup de choses. Ah non, c'est une révolution, c'est pas conjoncturel. C'est-à-dire que là, il y a eu un avant et il y aura un après. La manière dont on forme aujourd'hui nos patrouilleurs, on le fait en réalité augmentée. Donc, on a développé des modules pour plonger nos patrouilleurs dans des expériences immersives comme ça, pour éviter de les exposer sur place aussi. Non, je pense vraiment en matière d'exploitation et de maintenance d'infrastructures autoroutières, il y a vraiment eu un avant, un après, que ce soit sur des sujets de péage, de maintenance, de gestion de patrimoine, etc., ou de conception même d'infrastructures. Il y a une véritable révolution et on ne reviendra pas en arrière. On a dématérialisé et nous ne sommes pas les seuls chez Aegis, hein, nos clients, nos partenaires aussi. On ne travaille plus en papier, on dématérialise un maximum. Et on vient de voir l'exemple de la Tunisie tout à l'heure. On ne reviendra pas en arrière. C'est clair. Alors, M. Sanson-Balongo, rapidement, en quelques mots, quelles sont les perspectives, en tout cas les projections sur lesquelles je sais que la R&D sera aussi essentielle que celle justement pour innover au maximum auprès des États membres. Est-ce que vous les encouragez à aller vers ce sens-là? Parce qu'on sait que très peu de budgets sont alloués justement à la recherche et développement. Voilà. Quelles sont les perspectives que vous avez, vous, sur l'évolution de cette question au niveau communautaire? En réalité, au niveau communautaire, l'UEMOA fait un effort pour que les États puissent être aux normes en matière de technologie. Parce qu'il y a un département au niveau de la commission de l'UEMOA qui s'occupe
des questions de technologie, d'innovation et puis de tout ça. Maintenant, ce que j'aimerais dire précisément, c'est qu'aujourd'hui, le défi que doit faire face l'Afrique, c'est d'abord promouvoir les laboratoires de recherche. Parce qu'en réalité, pour pouvoir mieux innover, il faut qu'on puisse avoir des laboratoires de recherche pour les innovations. Deuxième chose, ce qui est important, il faut qu'on puisse renforcer le partenariat entre les entreprises et les laboratoires, ainsi que les écoles de recherche, en vue du développement des innovations. Troisième chose, il faut qu'on puisse promouvoir l'innovation pour faciliter l'accès au marché déjà très concurrentiel. Parce qu'il est important que l'innovation puisse accompagner le marché aujourd'hui, la technologie devient très concurrentielle au niveau mondial. Donc, par rapport à tout ça, la commission... C'est vrai que, avant de vous laisser continuer, sur le volet des laboratoires publics, c'est vrai que le constat, il est simple. Hein. On a tous des laboratoires publics dans nos États, mais après, est-ce que les moyens suivent? Est-ce qu'ils sont en mesure d'innover, de travailler comme ils le veulent, en quelque sorte? Pourquoi on leur donne ces laboratoires? C'est vrai, il n'y a pas de partenariat avec les entreprises. Oui. Lorsqu'une entreprise est intéressée, voilà, quand une entreprise est intéressée par une technologie, elle s'oriente vers les laboratoires agréés et sollicite le concours. Cela permettra de financer d'abord cette recherche et qui sera maintenant au profit de l'entreprise qui va faire le développement de la recherche. Donc, ces questions, il faut qu'on puisse renforcer ce partenariat et la coopération entre les entreprises au niveau africain et avec les laboratoires de recherche, avec les écoles aussi de formation. Maintenant, ce que j'aimerais peut-être partager avec vous, avant de finir, les actions qui sont actuellement en cours au niveau de l'UEMOA avec les États qui visent notamment à moderniser les opérations de transit routier et de passage portuaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de mettre en place un dispositif très, très efficace pour pouvoir moderniser les plateaux de transit entre les États. Parce que l'UEMOA a 3 pays de l'interland qui demandent le Burkina, le Niger et le Mali, qui leur accès à la mer, il faut les faciliter. Nous avons un dispositif de tracking qu'on appelle le système RFID que nous allons mettre en déployer pour le suivi de la performance des corridors. Et nous avons aujourd'hui, on est en train d'envisager de mettre en place, disons, des outils très performants pour la gestion coordonnée des frontières au niveau des points juste à poser. Très bien. Donc, on voit bien qu'il y a de nombreux projets qui vont venir, en tout cas, qui vont se mettre en place. Voilà. Donc, c'est pour dire que la collaboration entre tous les acteurs est importante pour pouvoir lever ce défi-là. Voilà ce que je vais... Pierre Simon, rapidement, 30 secondes. Hein. 30 secondes. Oui. Les défis ont été évoqués rapidement. Donc, voilà. Nous, au niveau de la banque, au niveau de la BAD, c'est comme nous sommes des partenaires, nous sommes partenaires des États, nous accompagnons les États et systématiquement, nous contribuons à l'insertion des innovations, développement et insertion des innovations dans tout ce qui se fait. Et donc, c'est à ce titre-là, comme je dis, nous avons actuellement sur la table nous allons faire ce que nous allons promouvoir rapidement dans le cadre des premiers projets que nous allons faire récemment, dans un futur très proche. C'est la promotion notamment en zone urbaine, comme je l'ai dit, au niveau de la gestion intelligente des trafics, pour permettre de rentabiliser tout ce qui est gestion de l'infra que nous avons au niveau des villes. De la même manière, nous sommes en train de nous concentrer également au niveau des frontières pour faciliter les échanges, au niveau des passages au niveau des frontières, notamment par l'installation des scanners qui nous permettront, au lieu de faire rapidement, de scanner les cargaisons, au lieu de faire comme ça se fait actuellement. Et également au niveau portuaire, nous avons déjà travaillé avec nos partenaires, nos États, au niveau de tout ce qui est la mise en place des guichets uniques. Et donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est de digitaliser, de contribuer, d'appuyer, d'encourager à ce que la digitalisation se fait également au niveau de ces guichets uniques. Et bon, évidemment, tout ce qui est sur la table, et je voudrais inviter les partenaires qui sont en face, hein, c'est-à-dire, nous sommes, la banque, elle est ouverte comme d'habitude, de faire des présentations, ce que nous encourageons, que ce soit le secteur privé et le secteur public. Certains partenaires comme ADM, Autoroute de Tunisie,
la Société des autoroutes de Tunisie. Oui, qui sont des acteurs importants. De faire des présentations. Nous sommes des partenaires, comme nous disons tout le temps, lorsque nous collaborons, nous sommes des partenaires. Et la BAD, ce qu'elle fait, c'est les technologies, une fois les technologies sont développées, elle les distribue, elle les diffuse auprès de ses clients. Et nous allons auprès de nos clients, lorsque nous concevons le projet, nous faisons des propositions à notre client. Nous lui disons, OK, il y a telle technologie, nous voulons l'intégrer. Et est-ce que nous pensons qu'elle devrait vous aider Elle devrait vous aider à régler. Vous avez un rôle consultatif et de conseil aussi, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est un rôle important pour nous. Ce qu'on rappelle toujours aux clients en leur disant, nous sommes partenaires techniques, ça veut dire le conseil, après le financier plus tard. Tout à fait. Je voudrais savoir, Safal, j'ai vu la question de Pierre Roland. Je ne sais pas si je peux répondre à cette question. Alors, oui, justement, justement, j'allais finir avec… OK. Passer aux questions-réponses, mais tu peux y aller directement. Vas-y, réponds. OK, merci beaucoup. Pierre Roland, on a dit 15 minutes la fin du panel. Est un partenaire. Nous sommes à 3, comme nous le disons souvent, il y a le client, ça veut dire le maître d'ouvrage, il y a l'entreprise et la BAD. Nous sommes à 3 dans la réalisation de l'infrastructure. Nous sommes des partenaires. L'entreprise est un partenaire au développement. C'est pourquoi la BAD fait tout dans ses règles et procédures pour le défendre. Parce que pour nous, l'entreprise est un partenaire. Sans l'entreprise, il n'y a pas de développement aussi. Nous sommes à 3 là-dedans. Donc, c'est-à-dire les partenaires publics privés, ce que la BAD fait aujourd'hui, elle fait la promotion. Nous avons déjà accompagné plusieurs de nos États à élaborer la politique des PPP dans beaucoup de pays. Nous sommes en train de le faire et nous le faisons systématiquement. Lorsqu'il n'y en a pas, nous accompagnons à la mise en place d'une politique. Et ce que nous voulons dire aux partenaires qui viennent, rappeler qu'il s'agit d'un partenariat. Il s'agit d'un partenariat et que ce partenaire de faire l'effort en termes d'investissement aussi. Parce que l'exploitation d'une infrastructure qui a été réalisée ne resterait pas uniquement la seule solution que nous devons faire. Nous devons également avoir, en tant que partenaire, chaque partenaire devrait pouvoir mettre des billes, ce que je veux dire, mettre de l'investissement. C'est de la partie de l'investissement jusqu'à l'exploitation. Je pense que les partenaires qui arrivent devraient pouvoir participer à ça pour qu'on puisse avoir le maximum d'infrastructures de qualité sur le continent. Et avoir ce que nous avons parlé, on a parlé de la performance des infrastructures. Sans la participation du partenaire privé, on n'est pas sûr que cette performance en termes d'exploitation, on l'obtiendrait. Donc, nous sommes ouverts à tous les partenaires, à tous les partenariats et à appuyer tous les partenaires pour permettre d'atteindre l'objectif visé. Non, c'est un message très important parce que c'est vrai, quand on entend la BAD, généralement, on vous limite à votre rôle financier de bailleur de fonds. Alors que il y a vraiment énormément de choses sur lesquelles vous pouvez justement apporter aux États membres en termes de consultation, en termes de conseils techniques, surtout dans le choix technologique aussi sur les différents projets. Donc, c'est un message important qu'il fallait apporter et je vous en remercie. Alors, il y a une question de Bawokin Dong qui est directement adressée à Aegis. Alors, cette question dit: quelles sont les technologies innovantes appliquées pour le système de péage dans le cadre du projet d'exploitation de la RN1 au Congo? Voilà, donc là, ça nous renvoie au Congo, mais voilà, c'est histoire de partager un peu votre expérience sur ce marché-là. Au Congo, on a donc mis en place un système de péage qui se veut flexible et évolutif, donc bien évidemment qui accepte comme moyen de paiement le cash, mais on a un système central qui permettra d'adapter aussi de nouveaux types de moyens de paiement. Donc, si je ne me trompe pas, dès les premiers mois en fait, de la mise en place de système, on a accepté aussi des paiements mobiles. Alors, via un système de SMS, c'était peut-être pas aussi rapide que du touch and go, mais en tout cas, le système qu'on a mis en place est clairement évolutif. Et donc, je sais que nos équipes travaillent, à commencer par le directeur général là-bas, donc Patrick Pasquet, sur des moyens de paiement en téléphonie mobile beaucoup plus rapides donc que via ce système. Parce qu'après, il faut pouvoir gérer aussi le crédit du client avec tout ce système de prépayé. Donc, il y a forcément un échange qui se fait en voix. Il faut bien évidemment que cet échange se fasse le plus rapidement possible pour éviter de créer de la congestion aux barrières de péage. Mais c'est clairement la téléphonie mobile qui est un moyen de paiement qui se diffuse très, très largement dans tous nos projets de péage et notamment au Congo. Ouais. Alors, peut-être un petit commentaire rapidement qui nous a été proposé par M. Richard, qui parle justement de la capacité des États à retenir les compétences. Il parle justement de la valorisation des agents formés, il parle de l'instauration d'un cadre juridique qui tient compte de l'évolution de leurs compétences au plan international. Qu'est-ce que ça vous inspire, messieurs? Sarah, est-ce que ça t'inspire quelque chose, ce commentaire?
Donc, comment retenir les compétences, c'est Oui, ça? surtout Oui, par rapport à la valorisation des agents formés au niveau local. déjà, en tant que ministère de l'Équipement, on a fait une étude sur la réforme du ministère et sur les propositions justement pour retenir les compétences. C'est la création d'une agence, comme a dit tout à l'heure M. Pierre, donc c'est la création d'une agence. On les paye bien, donc c'est pas au niveau étatique. Ils seront bien payés et peut-être bien qu'avec ces agences, on pourra, dans notre domaine, c'est la proposition d'ailleurs. La principale action qui a été posée. Oui. D'accord. Voilà. Youssef, est-ce que ça t'inspire, ça vous inspire quelque chose forcément, ces commentaires de notre internaute qui nous suit, qui parle justement du fait de promouvoir les acteurs locaux, enfin les talents locaux justement, et afin de mieux les garder? Oui, je pense que ça rejoint le point de vue de l'ensemble des intervenants. En fin de compte, les compétences humaines est le centre de tout changement, y compris la décentralisation. Donc, en ce qui nous concerne, nous avons mis un plan d'action sur plusieurs étapes. La première, c'est déjà d'intervenir au moment de la formation. Ça veut dire d'accompagner les jeunes diplômés ou les jeunes étudiants dans les écoles, leur donner une idée sur le côté professionnel et les préparer un petit peu avant qu'ils soient des futurs ingénieurs, qu'ils soient des ingénieurs. Vous allez les chercher dans les écoles d'ingénieurs pour justement les préparer avant qu'ils soient sur le marché. D'accord. Très bien. Voilà, ça c'est le premier volet. Le deuxième, il est important d'instaurer, comme a dit Madame Sarah, instaurer un système de rémunération un petit peu qui favorise les compétences. C'est important, par exemple des primes de rendement, ce genre de choses, qui un petit peu poussent les gens à innover, à se distinguer par rapport aux autres. Oui. Il y a un autre volet, c'est, je pense, le troisième volet, c'est la formation continue. C'est important. Il faut que les gens ne sentent pas une stagnation à un certain moment en termes de compétences. Oui. Et c'est important aussi d'intégrer ce volet dans la politique des entreprises. Très bien. En tout cas, je pense qu'on a fait largement le tour de la question sur cette problématique de l'avancée technologique au niveau des infrastructures de transport. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, messieurs et Madame Sarah Andri, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été là pour nous discuter de toutes ces évolutions du Maroc, la Tunisie, au Congo et notamment au Cameroun. Et je ne vois plus panafricain avec la BAD. Merci encore de nous avoir suivis. Mesdames et messieurs, le public, je laisse la parole à Houda justement pour reprendre le relais et la remercier surtout elle aussi pour l'organisation de ce panel. Merci à toi, Safal, pour ta modération. Je remercie nos chers panélistes pour la qualité des débats et des échanges. Je remercie également tous les participants de nous avoir suivis et d'avoir participé activement à travers vos questions. Et enfin, je remercie nos partenaires qui nous accompagnent tout au long de cette série de webconférences Forum africain des infrastructures live. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition qui portera sur l'investissement et le financement des infrastructures de transport. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous tous. Merci Sarah. Beaucoup. Bonne journée à tous. À bientôt. Merci. Au revoir. Ok, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.